Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 15 mars. À la une de ce journal, un stand mobile était installé à l'embarcadère de Mamoudzou les 13 et 14 mars. L'objectif, échanger avec la population et recueillir ses sentiments et opinions autour de 4 thématiques distinctes dans le cadre du grand débat. Comment se sont déroulées ces journées au plus près des Mahorais? Aujourd'hui, le directeur de cabinet de la préfecture, Étienne Guillet, était sur le plateau de la matinale pour dresser un bilan de cette rencontre avec la population. Un reportage de Leslie Vimenet et Léonard Rodier. Étienne Guillet était aujourd'hui sur le plateau des matinales pour faire un point sur le grand débat national qui touche à sa fin. On a eu plus de 1 million de contributions au niveau national sur Internet. Un certain nombre de Français ont répondu à des questionnaires, à des contributions, via des contributions aussi écrites. Alors, j'ai pas tous les chiffres encore parce qu'au niveau national, c'est en train de se collationner. Et sur Mayotte? Et sur Mayotte. Donc, sur Mayotte, on a un des éléments. Ouais. Sur Mayotte, on a eu 170 contributions dans le cadre des cahiers citoyens. Il nous a évoqué certains thèmes abordés par les Mahorais. Un sujet autour de la famille, autour de l'aide, de la retraite, des aides familiales. Voilà. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont effectivement évoqués. Il y a eu d'autres sujets en termes de fiscalité, en termes ici par exemple, je peux le dire pour le stand mobile, le questionnaire qui était le plus rempli, c'était sur la transition écologique. Oui. Voilà. Ouais. Donc ça montre aussi cet intérêt qu'ont les Mahorais sur cette problématique, et vous l'avez évoqué ce matin sur l'environnement avec les VHU. Il précise également que le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses claires à toutes ces questions à partir du 15 avril prochain. Mais voilà, valait-il la peine de participer à ce grand débat national alors que les problèmes de Mayotte sont connus des élus à travers notamment des assises de l'outre-mer ou encore des 101 mesures? Oui, c'était important, selon Étienne Guillet. Un certain nombre de sujets qui n'ont pas été abordés. Je pense en particulier à la transition écologique. Typiquement, ne faisait pas partie des 101 mesures bien sûr. Que nous avions, parce que ce n'était pas des mesures d'urgence immédiates. Voilà, mais sur lesquelles, aujourd'hui, on a consulté la population, on a essayé de trouver, d'avoir des interlocuteurs pour apporter des éléments. Donc, je pense que sur certaines thématiques, par exemple là aussi la fiscalité, la démocratie, qui sont parmi les 4 thématiques principales de ce grand débat, il y a matière à donner encore, à s'exprimer, et je crois que c'est ce qu'ont compris un certain nombre de personnes, parce que voilà, on a eu effectivement un certain nombre de réponses. Pour rappel, hier et avant-hier, donc on a eu ce stand mobile, on a eu 102 questionnaires qui nous ont été remis à l'issue de ce stand mobile par la population mahoraise. Après avoir lu les doléances des Mahorais, voici ce qui ressort le plus. On a eu des choses sur la transition écologique où effectivement les gens ne s'étaient pas exprimés encore, comme je disais, et sur lesquels ils nous disent voilà, on veut plus de préservation de l'environnement sur Mayotte, on a des sujets de pollution atmosphérique, on a des sujets sur lesquels on aimerait bien qu'il y ait des réponses qui soient apportées. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on va évidemment travailler. Étienne Guillet tient également à préciser que quasiment toutes les communes mahoraises ont participé à ce grand débat national. Globalement, oui, les communes ont joué le jeu, puisqu'on est à 76% des communes qui ont joué le jeu, ce qui est très bien par rapport à la moyenne nationale. Et qui est de combien à peu près? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai vu les éléments. Effectivement, Mayotte est au niveau pas maximal, mais très bien situé. Dans le haut du tableau. Voilà, à 76%, on est très bien situé par rapport au reste du territoire national. Reste maintenant à savoir si le président Emmanuel Macron apportera des réponses concrètes à toutes les questions posées lors de sa venue probable en juin prochain, ici à Mayotte. Mayotte pourrait bientôt être confrontée à une nouvelle crise de l'eau. Après l'épisode de pénurie de 2017, des mesures avaient été prises pour pallier à d'éventuelles nouvelles crises. Or, ces projets n'ont pour l'heure pas abouti. La Fédération mahoraise des associations environnementales souhaite à ce titre prévenir et sensibiliser la population aux problématiques de gestion de l'eau à l'occasion de la Journée internationale de l'eau, de la rivière et de la forêt. En 2017, l'île de Mayotte était confrontée à une sévère pénurie d'eau. À l'origine de cette crise, une période de forte sécheresse pendant la saison des pluies, conjuguée à une croissance de la population dont les besoins n'avaient pas été anticipés. Résultat, les 2 retenues collinaires, ouvrages de stockage de l'eau, étaient restés quasiment vides. Plus de 17 millions d'euros avaient alors été engagés pour sécuriser et augmenter la ressource en eau dans le département. Un épisode dramatique qui, faute de mesures anticipatives, pourrait cette année encore se répéter. Il est prévu pour le mois de mars, avril, mai, et une pluviométrie sèche anormale. En plus clair, la saison de pluie est terminée. Et Kombani, actuellement, la retenue de Kombani n'est pas pleine.
Alors qu'en 2017, elle était pleine à ce moment-ci. Et on a eu la crise de l'eau. Maintenant qu'elle n'est pas pleine, comment on va faire? En 2017, une convention avait été signée entre l'Agence française de développement et le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement à hauteur de 2,5 millions d'euros. Son objectif, renforcer l'ingénierie du SIAM dans la gestion de l'eau potable et de l'assainissement du territoire. Un plan d'urgence avait également été établi. Il comprenait la réhabilitation de forages, une deuxième usine de désalinisation et une troisième retenue collinaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, ces projets n'ont pas abouti. L'ensemble des mesures qui étaient proposées, la majorité ne sont pas encore effectives. Il y avait la troisième retenue collinaire, on n'en parle presque plus. On devait avoir une usine de dessalement au sud, on n'en parle presque plus, etc. Alors c'est légitime que nous on s'inquiète. On a un document qui nous dit que ça doit être fait. Ne voyons pas ces mesures-là être mises en place, on s'inquiète. Pour la Fédération mahoraise des associations environnementales, l'heure est à l'appel à la mobilisation. Elle organise en partenariat avec la mairie de Sada, l'ADEAL et le SIAM la journée mondiale de l'eau, de la rivière et de la forêt, au programme atelier d'échange, activités nature et sensibilisation à la cause environnementale. On a associé trois choses, la journée mondiale des forêts, la journée mondiale des rivières, et de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est les forêts qui protègent les rivières qui nous donnent de l'eau dans nos robinets. Donc on va d'abord commencer le 16. Tout simplement, on va visiter l'usine de potabilisation de l'eau-revenu. Où est-ce qu'on traite l'eau? Et la SMA va nous expliquer quelles sont ses difficultés, quelles sont ses attentes par rapport à la population et aux autres. Après, on va remonter la rivière ensemble. On va voir où est-ce qu'il y a des difficultés, où est-ce que les gens font de la vendière, où est-ce que les gens cultivent et qu'ils ne devraient pas, où est-ce qu'on élève des ébus alors qu'on ne devrait pas, où est-ce qu'il y a des maisons alors qu'on ne devrait pas, des choses comme ça. On va comprendre où est-ce que se trouvent les mots. Là, c'est plutôt les associations qui vont intervenir et on espère la commune de Singoni. Et enfin, on va remonter à la retenue de collinaire de Kombani et là, on va tout simplement constater où est-ce qu'on en est. Le prochain rendez-vous est fixé le 23 mars à Sada. L'une des thématiques de cette journée, comment protéger les ressources et assurer à la population la disponibilité d'une eau en quantité et en qualité. La Fédération mahoraise des associations environnementales espère ainsi fédérer les citoyens et l'ensemble des acteurs de la gestion de l'eau sur le territoire. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 15 mars. Le chèque énergie applicable à Mayotte comme partout en France sera distribué dans le courant du mois d'avril 2019. Généralisé à tout le territoire français en 2018, le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer les dépenses d'énergie de leur logement. Pour 2019, le gouvernement a décidé de rendre ce dispositif accessible à 5,8 millions de foyers au lieu de 3,6 millions l'an dernier. Il a également revalorisé son montant à hauteur de 50 €. Le plafond d'attribution est passé de 7 700 à 10 700 € de revenu fiscal de référence par unité de consommation. Ainsi, une personne éligible au chèque énergie n'a aucune démarche à effectuer pour le toucher. Il sera envoyé automatiquement par voie postale entre le 25 mars et la fin du mois d'avril. Pour Mayotte, la période de distribution a été fixée entre le 22 et le 28 avril. Le montant minimal du chèque énergie 2019 est de 48 € annuels, tandis que son montant maximal est fixé à 277 € par an. L'aide spécifique aux résidences sociales est quant à elle fixée à 192 € en 2019. Prestations sociales, le revenu universel d'activité est l'une des mesures phares annoncées par Emmanuel Macron en septembre dernier pour aider les personnes à sortir de la pauvreté. Pauvreté que Mayotte connaît si bien, l'île étant le plus pauvre département de France. 84% de sa population vit d'ailleurs en dessous du seuil de pauvreté. 6 mois après l'annonce du président, les travaux sur ce revenu ont officiellement été lancés. Il y aura tout d'abord une phase de diagnostic avec des concertations qui débuteront en avril prochain. Créer un seul et même revenu au milieu du millefeuille de prestations complexes et pas toujours connues des bénéficiaires. Le revenu universel d'activité devrait au minimum être composé des aides sociales actuelles, que sont la prime d'activité, du RSA et des APL. Le chantier étudiera aussi la possibilité d'intégrer des prestations telles que l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation supplémentaire d'invalidité. Ça ne sera par ailleurs pas seulement une prestation versée. Ceux en âge de s'insérer dans la vie active pourront bénéficier d'un accompagnement pour trouver du travail et chercher des solutions de logement, de santé ou de mobilité comme le permis de conduire et enfin sortir de la précarité. À présent, place à un concours qui offre une occasion de faire découvrir l'île et sa flore, l'élection de l'arbre de l'année. Le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts ont créé cet événement en 2011.
Pour inscrire son arbre, il faudra candidater en ligne sur le site www.arbredelannée.com. Le jury, composé du magazine Terre Sauvage, de l'Office national des forêts, de l'association Arbre, de la LPO et de l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France, se réunira en juin et désignera les candidats représentant les couleurs de leur région. Les arbres sélectionnés feront l'objet d'une production photo par un photographe du magazine Terre Sauvage. Comme chaque année, les résultats seront révélés à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera en décembre. Le jury révélera le prix du public, peut-être l'occasion de mettre à l'honneur manguier, baobab ou encore bien d'autres espèces qui composent la forêt humide, mais aussi la forêt sèche de Mayotte. L'affaire dure depuis 2016. Elle est survenue à la suite d'un transfert des agents du service technique de la mairie au CIDEVAM. Cette décision avait provoqué un mouvement de grève chez les employés. Aujourd'hui, certains d'entre eux protestent toujours quant à la gestion de la mairie de Koungou sur cette affaire. Un reportage de Paul-Arthur Avit. Suite à la loi de 2016 ayant déchu les communes de leur capacité à gérer le traitement des déchets, certaines mairies, comme celle de Mamoudzou, ont transféré la tâche à des entreprises privées. D'autres, comme la mairie de Koungou, ont délégué la tâche au CIDEVAM, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte. Le transfert des employés du service technique vers le CIDEVAM avait créé des tensions au sein du groupe de 35 agents. Ces derniers protestaient du fait de ne pas avoir été consultés en amont. Suite à cela, 30 des employés ont respecté l'accord signé et ont pris leur poste au CIDEVAM. 5 autres ont refusé de suivre le mouvement et ont demandé d'être transférés dans d'autres services techniques. Nous, on a refusé de signer, ça veut dire le transfert vers le CIDEVAM, c'est parce que nous sommes des fonctionnaires permanents de la mairie de Koungou. Donc au jour d'aujourd'hui, si la mairie de Koungou, comme elle a transféré ces services-là, ce service qui s'occupait de ramasser des ordures dans un syndicat intercommunalisé qui s'appelle CIDEVAM, donc nous, on n'était pas obligés de suivre ces transferts-là. C'est parce que, comme j'ai dit, nous sommes des fonctionnaires permanents de la mairie de Koungou. Donc la mairie de Koungou, notre employeur doit trouver une solution de nous transférer, ça veut dire dans différents services de la mairie de Koungou. Un transfert vers d'autres services techniques qui n'auraient pas pu avoir lieu selon la mairie. Ils auraient en effet compromis le transfert vers le CIDEVAM des 30 autres employés. En conséquence, ces 5 employés sont restés au service technique pour ne pas être licenciés. Si jamais on reste à la maison, on sera considéré comme des abandons de poste. Alors donc ce n'était pas ça notre objectif. Mais quand même des fonctionnaires, donc des adjoints techniques, nos grades, donc ça avons droit quand même à rémunération. Cette rémunération n'est cependant pas incluse dans le protocole de transfert signé en 2016. Leur lieu de travail est désormais au CIDEVAM. Il y a 5 agents de la mairie de Koungou qui sont au placard, ça fait X temps qu'ils sont là. En fait, ils ne gagnent même pas leur salaire. Depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur salaire. Après, il y avait un transfert de services, mais il y a la radiation, il y a 5 agents qui ont refusé de signer la radiation. Il y a M. le maire qui l'avait obligé d'y aller au transfert. Les agents ils ont refusé parce que ce sont des fonctionnaires, on ne peut pas les jeter comme un sac poubelle. Contacté à ce propos, la mairie affirme de son côté que les employés en question n'auraient pas fait de proposition ou engagé de procédure pour la décider à les transférer. Ces derniers ne seraient donc à ce jour plus employés par la mairie. Environ 1 million de véhicules hors d'usage est traités chaque année en France dans les 1700 centres de traitement VHU. Le 30 avril 2017, l'État publiait un décret expliquant qu'il incombait aux constructeurs de pourvoir au financement des frais de repérage, de collecte et de démolition des VHU en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à Mayotte et à La Réunion. Ce matin, Anne-Constance Onguena était sur notre plateau pour nous en dire plus. Leslie Vimenet et Léonard Rodier. Anne-Constance Onguena était sur le plateau des matinales aujourd'hui pour nous parler du plan VHU qui va être mis en place à Mayotte. Le ministère et la Fédération française des constructeurs automobiles ont demandé aux filières REP locales, c'est-à-dire aux structures qui sont en charge de l'élimination des déchets de l'automobile, de bien vouloir déployer sur leur territoire ce plan. Et à Mayotte, c'est l'association AMEDA, donc, qui est en charge de l'élimination des déchets de l'automobile, de bien vouloir s'approprier ce plan et de le décliner à Mayotte. Toutes les communes sont concernées à Mayotte par les carcasses de véhicules et donc par ce plan VHU financé en grande partie par les constructeurs automobiles. Cela ne coûte rien au propriétaire de ramener son véhicule hors d'usage dans l'un des 2 centres agréés de récupération à Mayotte, Enzo Technique Recyclage et Carcasse Auto. Une question alors se pose,
Pourquoi ne pas amender ceux qui abandonnent les carcasses de leurs véhicules au bord de nos routes? Élément de réponse par Anne-Constance Augenin. C'est ce que va imposer Ameda aux collectivités, puisque Ameda va payer, donc forcément elle va être prescriptrice du process, et donc va imposer aux collectivités la verbalisation qui sera de deux natures, 1 500 € d'amende, vous le disiez tout à l'heure, puisque vous abandonnez sur l'espace public un déchet dangereux, plus le coût d'enlèvement du VHU et de traitement du VHU. Et comme c'est la police municipale qui mettra l'amende, eh bien le contrevenant devra, quoi qu'il arrive, payer jusqu'à des saisies sur salaire et autres ventes de biens jusqu'à arriver à retrouver la somme qui lui est due. Elle nous a également informé ce matin des conséquences écologiques du fait d'abandonner son VHU dans la nature. On pollue la nappe phréatique, donc ça a des conséquences pour la santé. Et les enfants jouent dans les VHU, jouent avec les batteries qui sont pleines de plomb. Et déjà des cas de saturnisme dans le centre de l'île ont été détectés. Les premiers ramassages des VHU pourront commencer dans le courant du mois d'avril à Mayotte. Avec le plan de financement établi pour notre île, c'est plus de 1300 véhicules qui pourront ainsi être enlevés du bord des routes et amenés dans l'un des 2 centres agréés de récupération. Pas de casses géantes sont prévues à Mayotte suite aux collectes de ces VHU. Pour chaque véhicule qui sera ramassé sur le bord de la route, un bordereau de destruction devra être fourni aux services concernés. Ça veut dire une commercialisation des pièces détachées en premier lieu, une dépollution du véhicule pour enlever tous les composants polluants qui pourraient occasionner des atteintes à l'environnement et enfin une destruction de la carcasse. Le parachutisme pourrait bientôt devenir le loisir incontournable de l'île, permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir l'un des plus beaux lagons du monde de manière inédite. C'est le projet professionnel que nourrit en Ly un entrepreneur mahorais rentré au pays pour y installer sa société VOA, un reportage de Moustanir Bakari. C'est un événement inédit à Mayotte. À partir du 25 mars et durant 2 semaines, les amateurs de sensations fortes auront la chance de découvrir le lagon vu du ciel à l'occasion d'une initiation au parachutisme. Alors ici sur l'aéroport de Mayotte, on a une piste, la piste principale, c'est là où viendra se poser l'avion, le 208B, le Black Hawk de Twin Star Aviation. Et ça sera l'avion qu'on va utiliser pendant toute la période de mon activité sur Mayotte, sur les 15 jours. Atterrissage sur la piste principale là qu'on voit, et après il prendra les taxiways qu'on voit ici avec un C, c'est les taxiways qui prendra pour venir au niveau de l'emplacement qu'on voit derrière nous, dans cette zone, pour faire embarquer les passagers dans l'avion et repartir. À l'initiative de cet événement, un enfant du pays, Henli Abdallah Jaha, nourrit depuis plusieurs années un projet, celui d'installer sa société de parachutisme VOA ici à Mayotte et ainsi contribuer au développement du tourisme sur son île. Cet ancien militaire est à présent sur le point d'acquérir un avion pour mettre en œuvre son activité. J'ai commencé le parachutisme de cela il y a une vingtaine d'années maintenant, parce que je l'ai découvert à l'armée. J'ai eu une carrière militaire qui s'est suivie pendant 18 ans et j'ai pris le choix de quitter l'armée. Et dans la même période, j'étais parachutiste sportif dans le civil. Du coup, j'ai fait des compétitions au niveau national et au niveau international. Et depuis quelques années, je me suis spécialisé en parachutisme professionnel. Ça remonte quasiment à plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai cette envie d'amener cette activité sur Mayotte. Non seulement l'amener, mais la développer et la pérenniser. Là, pour le moment, je vais commencer par ce lancement d'activité là dans quelques jours. Et la suite viendra au fur et à mesure pour une installation complète à Mayotte. À J-10 des premiers sauts en tandem, l'événement semble déjà plébiscité par les citoyens et touristes mahorais. L'entreprise compte déjà plus de 150 participants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi.